La présentation suivante va être faite par le professeur Maurice de Mattéis, qui travaille à Grenoble et qui est professeur de neurologie et qui enseignant également en addictologie et donc s'investit beaucoup dans la question des troubles cognitifs en lien avec l'usage de substances et la réhabilitation psychosociale dans les populations avec addiction, comorbidité addictive. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce colloque et à présenter justement la remédiation cognitive dans les addictions. Alors, d'abord, mes liens d'intérêt, voilà, on va passer. Alors, vous allez voir finalement, donc, est-ce que c'est pertinent dans les addictions? Eh bien, je vais vous d'abord décrire finalement quel est le processus qui fait qu'on a une addiction qui se développe. Vous voyez qu'au final, heu, pour passer de l'usage au trouble de l'usage, qui est la nouvelle dénomination, mais qui permet d'avoir un vrai continuum entre l'usage de quelque chose et quelque chose qui devient problématique, au départ, c'est quand même une stratégie d'adaptation. Vous voyez que finalement, lorsqu'on consomme quelque chose, c'est jamais le fait du hasard, ça sert à quelque chose, hein, c'est vraiment donc sur le plan adaptatif, notamment un outil relationnel chez les jeunes, mais déjà aussi, ça peut être un outil émotionnel, avoir des sensations ou déjà donc gérer des éléments d'anxiété, de timidité. Sauf qu'au fur et à mesure des consommations, on va apprendre à faire avec. Notre corps et notamment notre cerveau va s'adapter au produit, tous les phénomènes de tolérance. Et ensuite, vous voyez, je ne sais plus faire sans le produit. Et en plus, quand le produit n'est pas là, je vais mal. Et donc, vous voyez qu'au final, la consommation du départ n'a plus rien à voir avec la consommation à l'arrivée, où finalement, ça va devenir une stratégie autothérapeutique et je vais consommer pour ne pas être mal ou être moins mal. Et donc, vous voyez que là, typiquement, on est surtout dans une ambiance émotionnelle et surtout des émotions très négatives. Et in fine, vous voyez que tout le cerveau du sujet s'est modifié, notamment un certain nombre de zones qu'on va voir ensemble. Et in fine, donc, vous voyez que l'addiction, c'est finalement un comportement automatisé qui est piloté par les émotions. Alors voilà, donc finalement, les voies et les répertoires, le répertoire comportemental commun pour toutes les addictions. On retrouve le striatum ventral, siège des émotions positives, mais aussi de la motivation. On verra que ça servira au renforcement positif. Je consomme parce que j'aime, mais c'est aussi je consomme parce que c'est intéressant et le système de la récompense est pour la gratification. Du coup, je reproduis un comportement. Mais on verra qu'il y a l'amygdale étendue, celle qui intervient dans les émotions négatives, le renforcement négatif, je suis mal, je vais donc consommer pour m'apaiser. Le cortex préfrontal qui intervient dans le contrôle comportemental, les fonctions exécutives, et le striatum dorsal qui intervient justement dans les habitudes, les routines, et donc des comportements automatisés. Et vous voyez qu'au fur et à mesure donc le comportement addictif se développe, on va avoir finalement d'abord un système où on a parfaitement le contrôle et la motivation fait qu'effectivement on va mettre en place des choses et in fine, vous voyez qu'ensuite donc des modifications de ces zones du cerveau qui font qu'on est surtout dans des comportements automatisés pilotés par des émotions négatives. Et vous voyez qu'on va retrouver pour toutes les addictions le même répertoire comportemental avec les fameux 4 C, la perte du contrôle, le craving, les compulsions, les consommations compulsives, quelles que soient les conséquences. Après, bien entendu, on verra, il y a des éléments pharmacologiques spécifiques qui vont faire qu'on va avoir tel ou tel effet avec certaines addictions et les modalités de consommation. Mais in fine, au fur et à mesure que vous répétez le comportement addictif, vous voyez que le comportement se répète de plus en plus, les capacités d'adaptation finalement du patient diminue. Donc son registre comportemental se restreint de plus en plus autour des consommations. Donc vous voyez qu'on a déjà une diminution de flexibilité cognitive, hein. En gros, on est dans un syndrome frontal avec un état de stress chronique lié aux modifications, notamment au niveau de l'amygdale étendue. Finalement, vous retrouvez tous les, je dirais, les ingrédients que vous avez déjà décrits au cours des autres présentations. Vous voyez que finalement, l'individu se modifie complètement sur au moins trois grands registres. Le registre émotionnel, le registre, vous voyez, motivationnel et le registre dans le passage à l'acte. Vous voyez, donc au début, c'est une récompense, il y a une gratification, je reproduis, mais la répétition fait qu'à la fin, vous voyez que l'individu, il est dans quelque chose en termes d'émotions négatives, de stress, un état de stress chronique. Vous voyez qu'il n'y a pas d'addiction heureuse. Et quand on pose la question au patient, finalement, pourquoi vous consommez? Et le patient me dit, ça me permet d'être bien.
voyez que le bien ici n'a plus rien à voir avec le bien ici. L'individu s'est complètement modifié et il y a des éléments qui font aussi qu'il a du mal à percevoir aussi l'état dans lequel il se trouve. Il y a des symptômes anxieux, dépressifs qui sont très fréquents chez nos patients. Et quand il existe en plus des phénomènes de dépendance dite physique, physiologique, pharmacologique, notamment avec les opiacés où ça peut être très fort, mais aussi avec l'alcool, les benzodiazépines, eh bien autant vous dire que ça entraîne peur du manque et les patients qui ont clairement développé un phénotype anxieux, eh bien ils ont une anxiété anticipatoire. Vous voyez, finalement, on met en place un comportement, un apprentissage lié à des conditionnements de type Pavlov et Skinner. Vous voyez, donc finalement, l'addiction est bien liée donc à la mise en place de tout un chamboulement finalement qui relève bien des stratégies d'apprentissage qu'on utilise habituellement, mais là, détournées au profit d'un produit. De l'usage au trouble de l'usage, vous voyez, désormais, dans le trouble d'usage, vous voyez, on définit au moins 2 critères sur 12 mois pour parler d'un usage problématique. Il est modéré à partir de 4 critères et sévère à partir de 6. Eh bien, finalement, la prise en charge de nos patients, c'est leur permettre de retourner dans l'autre sens, d'être d'abord dans la rémission, bien entendu, et aller dans le rétablissement. Vous voyez qu'on va retrouver exactement les mêmes notions que dans les pathologies psychiatriques. Ça rentrer dans les détails. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est aider le patient à améliorer son autonomie, améliorer sa qualité de vie. Et ce qui va permettre au patient de finalement définir le cap de la prise en charge, c'est bien le projet de vie, les objectifs de vie. Et malheureusement, vous savez très bien qu'il y a des périodes à risque hein, après une consommation, et bien avec notamment ce fameux craving, ce besoin donc de consommer, parce qu'il est évident qu'on le patient a développé un attachement excessif au produit ou à l'objet d'addiction. Et puis, on a évoqué tout à l'heure la pathologie psychiatrique. Il est évident que plus les addictions sont sévères et plus la coexistence de pathologies psychiatriques est fréquente et contribue, bien entendu, donc aux vulnérabilités du patient et donc au risque de rechute. Ce qui veut dire que pour finalement aller dans ce sens-là, là aussi, il y a un véritable processus d'apprentissage. Vous avez vu que quand on développe une addiction, c'est un apprentissage autour des consommations avec une modification de l'individu pour retourner dans l'autre sens. Et donc, il faut donc apprendre à fonctionner sans le produit. C'est réapprendre à gérer un certain nombre de fonctionnements. Et vous avez vu que si vous avez une altération des fonctions cognitives et aussi de la régulation émotionnelle, ça va perturber ce processus d'apprentissage. Alors, qu'en est-il finalement de la remédiation cognitive dans la littérature et dans la pratique? Ça a été beaucoup décrit dans l'alcool, beaucoup moins bien entendu que dans les pathologies psychiatriques où vous êtes clairement en avance, mais dans l'alcool, ça a été beaucoup décrit parce que finalement, c'est une situation où on a souvent des troubles cognitifs et vous voyez que les troubles cognitifs liés à l'alcool sont multifactoriels. Il y a différentes origines, bien entendu, l'alcool et son métabolite lui-même, mais on peut avoir aussi tous les phénomènes de sevrage eux-mêmes qui peuvent être délétères, les traumatismes crâniens associés, les pathologies vasculaires, mais bien entendu, donc les carences nutritionnelles, les carences vitaminiques qui peuvent exister, etc., etc., les atteintes hépatiques. Donc, vous voyez qu'au final, là aussi, déjà quand on parle de troubles cognitifs liés à l'alcool, on peut avoir là aussi finalement un tableau clinique très différent d'un individu à l'autre, parce que vous voyez que finalement, selon le type d'atteinte que l'on aura, eh bien finalement, on va avoir là aussi une présentation clinique qui peut différer d'un individu à l'autre. Donc, vous voyez, quand on parle de troubles cognitifs liés à l'alcool, finalement, on peut avoir quelque chose de très polymorphe, mais ça explique aussi pourquoi dans la littérature, c'est parfois compliqué de faire le tri, d'avoir les idées claires finalement de quoi on parle. Donc, vous voyez que finalement, lorsqu'on parle d'un trouble d'usage de quelque chose, eh bien, il faut prendre en compte aussi toutes les comorbidités associées et les conséquences associées. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il existe des troubles cognitifs liés à l'alcool, mais pas uniquement, y compris avec les autres addictions, ça va la capacité au patient de projeter. Vous avez vu que lorsqu'on développe une addiction, on fonctionne dans l'immédiateté. Je consomme maintenant sur le moment présent, quelles que soient les conséquences. Le patient est parfaitement conscient des conséquences. Et donc forcément, si en termes de flexibilité cognitive, c'est affecté, il est évident que ça va impacter dans la prise en charge. Quelles sont les fonctions, notamment altérées? Donc, les fonctions exécutives, on a évoqué la flexibilité mentale, prise de décision, la capacité à inhiber les comportements automatiques, hein. On va donc avoir une dimension extrêmement importante chez nos patients, c'est l'impulsivité. Et puis, bien entendu, donc du coup aussi, capacité à poursuivre un but, un sentiment d'auto-efficacité. Ça, on le sait, c'est prédictif de la rechute.
Il y a des éléments de type biais attentionnel, les altérations de la mémoire épisodique de travail, d'apprentissage, verbal et non verbal, les troubles visuospatiaux, mais aussi depuis plus récemment, donc on regarde d'autres aspects comme les métacognitions et les cognitions sociales. On voit que le patient a une surestimation de ses capacités à contrôler ses consommations ou à prévenir la rechute. On voit bien qu'il y a des altérations dans la théorie de l'esprit aussi, que ce soit sur le versant cognitif ou affectif. Et puis, les deux tiers des patients ne chiffrent pas très bien ses émotions. On n'a pas forcément des comportements adaptés, en plus des symptômes anxieux et dépressifs qui sont extrêmement fréquents. Et vous avez vu donc pourquoi finalement on les développe. Du coup, vous avez vu, le système de la récompense étant altéré, donc on voit bien qu'il y a des altérations motivationnelles. Finalement, le syndrome motivationnel est classique dans les différentes addictions, avec, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, donc des problèmes en termes d'autocritique, d'introspection. Et en raison des altérations des cognitions sociales, une altération de la communication, des difficultés relationnelles qui vont contribuer à l'isolement social et, in fine, tout ça, l'altération de la qualité de vie. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des différences en fonction des produits et est-ce qu'il y a finalement donc des fonctions plus importantes que d'autres qui permettraient de prédire finalement la rechute? Alors, il y a un travail qui a été fait, un travail de littérature qui a été fait par Benjamin Rolland et collaborateurs, et qui est allé voir finalement quelles étaient les fonctions en fonction des produits qui pouvaient justement donc prédire ou être associés à la rechute. Alors, 4 types de produits ont été évalués. Là, je vous ai remis donc en clair ce qui était dans les différents tableaux, les différentes fonctions cognitives. Tout d'abord, l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec l'alcool? Eh bien, la mémoire à long terme, l'impulsivité, mais aussi donc les fonctions exécutives d'ordre supérieur donc, sont associées à ce risque de rechute. Concernant le cannabis, et vous avez raison de dire donc, que le cannabis, on verra justement qu'il existe différentes sévérités, ça serait plutôt, vous voyez, l'impulsivité et puis la mémoire de travail. Qu'en est-il maintenant pour les stimulants, comme la cocaïne? Eh bien, c'est plutôt donc les biais attentionnels, mais aussi, vous voyez, donc les fonctions exécutives d'ordre supérieur. Et enfin, pour les opioïdes, eh bien, on voit uniquement donc les fonctions exécutives d'ordre supérieur. Bon, alors, bien entendu, là, c'est de manière un peu générale, mais il est évident qu'une fois qu'on a dit ça, eh bien, là, exemple même par rapport à l'alcool, vous voyez qu'aujourd'hui, quand finalement on permet à des patients d'avoir donc des entraînements cognitifs, et ça a été évoqué tout à l'heure, tout le problème du transfert aujourd'hui, donc on ne sait pas dans quelle mesure finalement c'est transférable. Et puis aujourd'hui, il y a une très grande hétérogénéité dans la façon dont les études sont conduites, dans les protocoles, dans les paramètres mesurés. Très difficile d'avoir une idée claire sur finalement la validité et surtout la généralisation des résultats. Car in fine, voilà, là on vient de vous montrer donc par produit, mais aujourd'hui, la polyconsommation est la règle. On a, comme nous dans notre service, très peu de patients qui viennent pour un seul produit. Alors, en général, quand il vient, il a aussi des comorbidités psychiatriques. Et on verra que ces comorbidités vont elles aussi, bien entendu, contribuer aux altérations cognitives. Bien entendu, non seulement la polyconsommation, mais l'intensité des consommations est évident qu'aujourd'hui, on le sait, par exemple, ça a été évoqué pour le cannabis tout à l'heure, quand les consommations sont intenses, en plus avec un début précoce, là, on sait effectivement qu'il y a des altérations cognitives plus importantes, qui vont durer d'ailleurs plus longtemps. Mais là aussi, pour l'alcool, si vous avez une modalité de consommation sur un mode binge, un jeûne, eh bien là aussi, on aura un impact sur le plan cognitif. Les troubles du sommeil qui sont très fréquents et on sait à quel point finalement ces troubles du sommeil peuvent impacter au niveau des fonctions cognitives, que ce soit type d'insomnie, d'apnée du sommeil, qu'elle soit d'ailleurs obstructive ou centrale, qui peut être d'ailleurs en lien aussi avec les traitements. Donc vous voyez qu'au final, on a une image assez complexe et donc finalement avoir une vision par produit ou une vision par pathologie, c'est donc finalement, il faut plutôt avoir une vision globale parce que, y compris pour les addictions sans produit, où là, c'est encore plus balbutiant, je dirais. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas une littérature qui permet d'avoir du tout les idées claires. Alors, finalement, puisqu'on a des situations extrêmement différentes, d'un cas à l'autre, finalement, pourquoi pas ne pas utiliser l'approche dimensionnelle, qui est l'approche finalement de type ERDOC? Et effectivement, où on va évaluer donc, notamment sur le plan clinique, vous voyez plutôt le système des valences négatives, mais le système des valences positives aussi et bien entendu tout le système cognitif qu'on a évoqué, mais le système, vous voyez, donc qui intervient dans les processus sociaux,
hein, donc extrêmement important. On a vu que c'était impacté chez nos patients. Et bien entendu, tous les rythmes de vie qui sont essentiels. Là aussi, évident que chez nous, même les prises en charge les plus complexes, si on ne démarre pas par une remise à plat tout simplement des rythmes de vie, c'est à prendre en charge. Et effectivement, il y a un travail récent qui s'inspire tout à fait, vous voyez, dans cette stratégie de type AirDoc, où, in fine, on va évaluer donc le patient selon ses dimensions. Donc, et j'avance parce que le temps passe vite, mais y compris en termes d'intervention. Et vous voyez que les interventions, si on veut qu'elles soient pertinentes, eh bien, elles ne peuvent pas être uniques. Là aussi, on va pouvoir associer différentes approches, y compris, bien entendu, on verra les approches pharmacothérapiques, car là aussi, car les patients sont trop instables par rapport à leur consommation. Si on n'utilise pas à un moment donné donc les médicaments qui permettent de les stabiliser par rapport à leur consommation, il est totalement illusoire de mettre en place des approches non pharmacologiques chez ces patients. Alors, cette remédiation cognitive dans les addictions, oui, mais de manière intégrée et intégrative. En effet, pour rejoindre finalement ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, quand vous développez un processus addictif, vous voyez que finalement, progressivement, on perd de plus en plus le contrôle. Au contraire, on est de plus en plus envahi par des émotions et notamment des émotions négatives. Et on va donc altérer tous les rythmes de vie. Et donc, c'est important là aussi d'aller dans le bon sens et de proposer aussi donc une hiérarchisation des stratégies. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à un moment donné, il est extrêmement important de permettre à nos patients qui sont complètement déstructurés dans leur rythme de vie de pouvoir à nouveau dormir, de pouvoir à nouveau manger et de pouvoir ensuite implémenter toutes les stratégies qui vont les aider effectivement donc à gérer les émotions qu'ils ont appris à gérer finalement produit. Et puis ensuite, bien entendu, aller plus loin, d'autant plus quand finalement on s'aperçoit que pour faire certaines approches de TCC, il existe des altérations cognitives et c'est là effectivement que c'est intéressant d'avoir des approches de remédiation cognitive pour permettre aux autres stratégies de fonctionner. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut une pharmacothérapie adaptée, que ce soit de l'addiction elle-même ou des comorbidités associées, donc une vision très globale de la prise en charge du patient. Et si on peut résumer aujourd'hui, on peut présenter un modèle dimensionnel intégratif finalement. Donc la problématique addictive, c'est toujours d'abord un sujet, hein, ouais, donc c'est l'individu, un individu qui a à la fois, vous voyez, donc ce système cognitif et émotionnel, mais aussi bien entendu toutes ses fonctions somatiques et tous les aspects de subjectivité qui ont été évoqués tout à l'heure et qui sont extrêmement importants, bien entendu, chez nos patients, donc à prendre en compte et qui interviennent, qui vont être utilisés justement dans la prise en charge. C'est toujours, finalement, l'addiction, c'est d'abord un individu dans un environnement et c'est cette interaction, c'est l'individu qui essaye de s'adapter à l'environnement. Et donc, c'est essentiel donc, de comprendre les conditions de vie et d'y travailler. C'est pour ça, là aussi, lorsque les conditions de vie sont extrêmement compliquées, eh bien, permettre à quelqu'un d'avoir des conditions de vie plus simples, comme un toit sur la tête, un chez soi d'abord, permet effectivement donc de réduire les consommations de patients. Et puis, vous voyez, la consommation, ça peut être produit un comportement et ce fameux craving qui résume finalement la relation addictive entre l'individu et l'objet d'addiction. Et finalement, vous avez compris que lorsque on développe une addiction, eh bien, ce sont des comportements automatisés qui répondent notamment à des indices environnementaux qui vont susciter notamment l'envie de consommer, mais ça peut être aussi des indices internes, bien entendu, en termes émotionnels, qui vont susciter donc l'envie de consommer. Alors aujourd'hui, finalement, donc prendre en charge donc les patients, d'autant plus quand l'addiction est complexe, nécessite effectivement exactement ce qui a été dit tout à l'heure, donc des approches basées sur les stratégies motivationnelles et éducatives. Et donc finalement, là, on va définir avec le patient, bien entendu, basé sur l'autodétermination, des approches parfaitement personnalisées en considérant, bien entendu, les choses qui sont importantes pour le patient selon ses valeurs, selon ses objectifs. Et là aussi, donc, on peut définir une chronologie avec le patient, mais là aussi sur des objectifs donc, réalistes qui permettent au patient d'avancer dans son processus. Vous voyez, on est vraiment dans des approches de réhabilitation. On utilise ce qui marche et on appuie sur ce qui marche. Ça, c'est essentiel parce que sur le plan motivationnel, bah, il est évident que ça renvoie une image extrêmement positive car il faut savoir que nos patients ont une stigmatisation, une autostigmatisation extrêmement importante, leur permettre finalement de montrer que ça marche et leur donner déjà une capacité de retrouver le contrôle comportemental. Et vous voyez, finalement, on retrouve exactement les éléments que vous avez évoqués, donc des stratégies d'éducation thérapeutique et effectivement des coordinateurs de parcours, donc des case managers. En conclusion,
Vous avez compris? Donc, oui, la remédiation cognitive, mais de manière personnalisée, bien entendu, centrée sur le patient, avec des approches, des objectifs fonctionnels, selon, là aussi, donc là aussi les priorités du patient et les valeurs du patient qui vont permettre d'avancer, adapté à ses besoins et à son écologie, car des problèmes, c'est dans quelle mesure finalement on fait une médiation cognitive, est-ce qu'elle est pertinente avec là où vit le patient? Aujourd'hui, il existe une très grande hétérogénéité dans la littérature. Il y a bien des choses qui montrent certaines efficacités, mais on a du mal effectivement à le généraliser. D'où la nécessité donc d'homogénéiser les versions et les protocoles. Et il y a tout un groupe international qui s'est mis en place, qui plaide justement pour cette homogénéisation et la mise en place véritablement d'études multicentriques avec la constitution de databases. Mais vous avez compris que là aussi, si on veut être pragmatique, il faut des approches transaddiction, intégratives, qui prennent en compte la comorbidité, mais toujours centrées, vous voyez, sur des objectifs fonctionnels de restauration de l'autonomie et de la qualité de vie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. On va peut-être ensuite passer aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou s'il y a eu des questions en ligne. Oui, on a une question devant. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Euh, J'avais lu que la cocaïne donnait des effets un peu particuliers au niveau de la cognition sociale, avec une sorte de... avec ce que vous avez décrit, mais plus de manière assez généralisée, où il y a une sorte de dimension frontale, où la personne se met enfin, est en boucle sur l'appétence à consommer et finit par avoir une perturbation importante de la notion de gratification, où elle est elle n'est plus gratifiée par les relations familiales, les relations concernant le travail, etc. Et elle est complètement prise dans un circuit de gratification par la prise de cocaïne. Et les auteurs présentaient ça comme quelque chose d'un peu spécifique au produit. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, la figure que je vous ai montrée, on peut peut-être revenir en arrière. Donc, on peut le décliner exactement pour toutes les addictions. In fine, vous allez commencer donc votre consommation pour une raison, mais de toute manière, dans tous les cas, vous allez vous modifier complètement. Hein. Donc, c'est-à-dire que ici, vous retrouvez, vous voyez, donc ça peut être le bien-être, l'euphorie, mais ça peut être tout simplement la relation. Lorsqu'en plus, finalement, c'est un moyen de vous aider, on a exactement la même chose avec la je vais utiliser le produit d'abord pour être dans la relation, pour faciliter effectivement ma relation. Mais ensuite, vous avez compris que finalement, le patient, s'il a consommé pour être dans la relation au début, in fine, il va consommer ensuite tout seul. Hein, donc, c'est tout le problème aujourd'hui des addictions, c'est le changement finalement donc, de la motivation, entre la motivation initiale et la motivation secondaire. Sauf que le patient, pendant longtemps, va garder en tête finalement les raisons pour lesquelles il avait commencer et il va garder aussi en tête le fait que chaque fois que je consomme, ça m'aide. À un moment donné, vous voyez, c'est là où on a des biais cognitifs, c'est-à-dire que je ne prends plus en compte finalement les conséquences. Donc, vous voyez, donc finalement, on pourrait mettre ça pour l'alcool, on pourrait mettre ça pour la cocaïne, comme vous avez dit. Donc, finalement, je vais bien utiliser pour une raison au départ. Une raison, ça peut être la relation sociale, ça peut être autre chose, ça peut être aussi diminuer mon anxiété, améliorer mon attention si j'ai en plus un TDAH. Donc, et du coup, in fine, la répétition des consommations, surtout que la cocaïne peut entraîner aujourd'hui donc des courses importantes, entre guillemets, surtout si elle l'injectait ou les fumée. On a de plus en plus de patients qui la fument, ça évite de l'injecter, ça entraîne des effets extrêmement puissants et du coup, les patients accrochent beaucoup, beaucoup plus fort et in fine, c'est plus pour les raisons initiales qu'ils vont consommer, mais pour être moins mal parce qu'il n'y a plus le produit. Donc, vous voyez, dans tous les cas, finalement, donc, le produit va modifier le fonctionnement du patient. Alors, après, tout dépend de la quantité. Donc, je ne sais pas l'étude que vous évoquez
ce qu'ils avaient montré précisément, mais en tout cas, dans tous les cas, ce qui a été décrit dans cette étude, vous pouvez quand même le retrouver avec les autres produits, que ce soit l'alcool, mais ce soit aussi d'ailleurs avec le cannabis. Au début, on va partager effectivement du cannabis ensemble, notamment, c'est une façon de s'intégrer, de faire partie d'un groupe, et ensuite, finalement, donc le patient va consommer de plus en plus, mais ensuite, ça sera un usage solitaire à visée anxiolytique notamment. D'autres questions dans la salle? Oui, il y a une question en ligne Ok. aussi. Bonjour, est-ce que vous connaissez des programmes spécifiques de remédiation cognitive pour les addictions qui seraient plus spécifiquement recommandés? Alors, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est actuellement, il n'y a pas enfin, il y a actuellement dans le groupe que je vous ai dit, le groupe international propose des choses. Je pourrais vous envoyer donc les références, mais in fine, vous allez retrouver peu ou prou les choses qui ont été développées ailleurs, mais parce que finalement, les cognitions sont les cognitions. Alors après, on va travailler certains aspects de biais attentionnels associés au produit, bien entendu. On va travailler donc certaines choses associées à l'addiction qui est problématique pour le patient, mais on va retrouver quand même des paradigmes qui sont similaires à ceux qui sont utilisés finalement dans d'autres problématiques. Merci. J'avais une question. Je me demandais s'il ne pouvait pas y avoir en quelque sorte un espèce de cercle un peu vertueux. Finalement, vous aviez cité qu'il y a un problème d'hypofrontalité avec un déficit de contrôle associé aux addictions, mais finalement qui peuvent peut-être entretenir un rapport particulier au produit. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la remédiation puisse diminuer les consommations des produits? Oui, elle peut y aider, bien entendu, hein, tout à fait. Donc, justement, donc, retravailler les fonctions exécutives hein, avec certaines tâches, euh, mais on voit bien toujours intégré par rapport aussi aux objectifs de vie du patient. Il est évident que là aussi, quand finalement un patient a peu ou pas d'activité dans sa journée, il est évident que c'est très difficile finalement de un travail sur des éléments cognitifs quand justement il y a des éléments motivationnels de la vie qui ne permettent pas finalement de les utiliser. Donc il faut que ça ait une applicabilité, ça c'est essentiel. Donc vous voyez qu'il faut toujours avoir une vision très globale et qu'on retrouve y compris dans la pathologie psychiatrique. Donc oui, mais à condition effectivement de pouvoir ensuite le décliner effectivement de manière plus pratique et pragmatique. J'ai des questions qui sont posées dans les chats concernant notamment les altérations cognitives qui perdurent lorsqu'il y a une consommation sur plusieurs années à un âge précoce. Oui, il y a une Oui. méta-analyse qui a été faite par Nora Volkoff et effectivement, on voit bien que lorsque les consommations sont massives et précoces, eh bien, parce qu'on ne sait pas finalement, on manque encore actuellement d'études longitudinales suffisamment longues pour savoir finalement combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Il y avait des premières études où il y avait des facteurs confondants, c'était les co-consommations d'alcool, mais ça a permis d'être mis de côté. Mais lorsqu'il y a des grosses consommations de cannabis, oui, on le sait aujourd'hui, ça impacte, ça entraîne des modifications dans certaines zones du cerveau et il peut y avoir effectivement donc des répercussions à long terme. Encore une question côté virtuel. Oui, bonjour, je me posais une question. Alors déjà, merci pour votre présentation qui est très claire. On a bien compris la nécessité hein, d'avoir une coordination des parcours, d'avoir une approche qui soit motivationnelle hein, avec ces personnes. Et également, vous parlez d'une hiérarchisation temporelle hein, des modalités thérapeutiques. Alors, je me posais la question parce qu'il y a un petit peu deux approches. Soit on va vraiment demander à la personne de prioriser un petit peu ses objectifs, ses buts, ses besoins et proposer certaines offres en fonction de ses objectifs. Ou il y a d'autres approches où on va plutôt s'appuyer sur des modèles de rétablissement, par exemple le modèle Andresen, ou à l'étape 2 ou 3, c'est à ce moment-là que la remédiation cognitive va intervenir, ou ensuite l'approche TCC. Voilà, est-ce qu'il y a une manière un petit peu de hiérarchiser ces offres de soins en fonction des profils des personnes? Oui, super. Et restaurer aussi, bien entendu, on va dire les rythmes de vie. Et à partir de là, on va pouvoir effectivement travailler certaines choses. Alors, thérapeutique. Donc, c'est là aussi l'intérêt d'avoir différentes approches qui vont permettre aux patients donc, de s'inscrire dans quelque chose. Typiquement, dans la gestion des émotions négatives, euh,
il y a des patients qui vont être très mal dans la relaxation, la peur du vide notamment. D'autres vont apprécier la cohérence cardiaque parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret. La méditation sera absolument pas adaptée pour certains. Et voilà, donc là aussi, il faut trouver donc les stratégies qui vont permettre à un patient de s'inscrire dans quelque chose. Mais donc parfois, effectivement, on n'a pas la réponse du premier coup. D'accord. Bon, votre réponse a coupé pendant tout un moment, mais ce que Ah, j'ai compris à la fin, c'est que vous proposiez moins une démarche, on va dire, progressive par étape, plutôt que finalement, c'était plutôt une démarche individualisée selon la problématique ah, dans différentes ah, dimensions de la personne. Ouais. absolument, absolument. Ouais. Sachant que les priorités ne sont pas les mêmes d'un patient à l'autre. Tout à fait. Est-ce qu'on a encore une question? On a encore un tout petit peu de temps? Oui, Isabelle Amado. Effectivement, là, il y a une richesse de démarches, mais est-ce que vous les proposez de manière séquentielle, l'une après l'autre, ou est-ce que vous faites une démarche intégrative combinée pour essayer, en fait, d'avoir un emploi du temps suffisamment rempli pour qu'il n'y ait pas de possibilité aussi d'aller, de rechuter ou d'être tenté de consommer? Alors, en fait, c'est important ce que vous dites. Euh, En fait, c'est apprendre aux patients aussi à savoir mettre des limites. On est dans une pathologie des limites lorsqu'on développe une addiction. Et donc, finalement, c'est aussi apprendre à être confronté au risque de consommer et justement retrouver le contrôle. Donc là aussi, finalement, ce qui va permettre de garder le contrôle, c'est tout ce qu'on va développer en termes de facteurs de protection, sa capacité à gérer ses émotions et sa capacité à réinvestir les différents domaines de la vie. C'est ça finalement qui va protéger donc le patient et qui rejoint la figure que j'avais montrée ici. Vous voyez, donc finalement, c'est réinvestir tous les domaines de la vie. Voilà. Donc la qualité de vie, le projet de vie, c'est ça qui est essentiel, qui va permettre aux patients d'aller dans ce sens-là. Donc c'est là où on voit donc les approches motivationnelles, c'est refaire toutes les balances décisionnelles et redéfinir donc le projet de vie est essentiel pour donner le cap. Donc là aussi, en fonction des patients, il est évident que les patients étant tous très différents, certains vont avoir certains besoins et d'autres non. Tout dépend des ressources du patient. Il y a des patients uniquement avec certaines approches très simples, à partir du moment où on les a aidés à rebasculer dans ce sens-là, ils sont en capacité de mobiliser beaucoup plus facilement leurs ressources et à ce moment-là, ils sont en capacité effectivement de réinvestir les différents domaines de la vie. Et puis d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Plus on est dans une forme sévère de l'addiction et plus en plus c'est associé à des comorbidités psychiatriques et plus effectivement, là, il va falloir décliner, je dirais, une offre de soins qui va permettre de répondre aux différentes fonctions qui sont altérées chez le patient. Vous voyez, donc là aussi, c'est à la carte et ça sera véritablement en fonction de ce qui sera identifié chez le patient. Donc, chez les adultes ou les jeunes adultes, est-ce que les altérations cognitives perdurent lorsqu'il y a eu une consommation sur plusieurs années à un âge précoce, et ce malgré la remédiation cognitive, notamment en ce qui concerne la consommation de cannabis? Alors aujourd'hui, pour le cannabis, on n'a pas des études d'aussi longue durée qu'on le voudrait pour savoir si ça perdure très très longtemps ou c'est difficile de dire. On sait qu'il peut y avoir donc des modifications structurelles dans le cerveau euh, des jeunes qui peuvent durer un certain temps. En tout cas, c'est sûr que ça va entraîner des modifications de certaines régulations. Ça, on le sait. Aujourd'hui, ce qu'on connaît le plus, c'est l'alcool. Ah, on le sait, vous savez que c'est quand même la première cause de démence du sujet jeune maintenant, l'alcool. Ça, c'est quand même clairement identifié. On sait que la moitié des patients alcoolodépendants ont des troubles cognitifs. Et si on fait une autopsie, les 3/4 des patients ont des atteintes cérébrales. Donc ça, pour le cannabis, on n'a pas encore le recul qu'on a pour l'alcool. Et aujourd'hui, avec des jeunes qui consomment effectivement beaucoup plus, avec un cannabis qui a beaucoup évolué, c'est plus le cannabis des années 60. Aujourd'hui, on a effectivement donc des débuts précoces et des consommations importantes avec un cannabis qui est puissant. Et là aussi, on sait que lorsque les taux de THC sont plus élevés, c'est beaucoup plus à risque d'entraîner des troubles cognitifs. Mais maintenant, dans quelle mesure ça va durer, quelle durée, on n'a pas encore le recul nécessaire. Il n'est pas impossible que là aussi, il existe des vulnérabilités, des personnes qui seront plus à risque que d'autres pour développer des lésions qui vont durer dans le temps.
Merci. Je pense qu'on arrive au bout de la session. En tout cas, merci beaucoup pour cette séance d'échange très, très intéressante.